chiffres qui font froid dans le dos. En 2018, 2800 enfants décédés de pneumonie au Sénégal. Et selon des médecins, un changement de comportement s'impose pour lutter contre la maladie. À Bambey, les étudiants remettent ça. Une grève prévue cette semaine. Le départ du directeur du CROUS, leur principale revendication. Application de la nouvelle convention collective, la dérogation pour l'entrée en vigueur du texte se termine à la fin de l'année. Pas d'échappatoire, les patrons de presse devront s'y conformer. Sport, Sadio Mané a rejoint la tanière. Les Lions organisent à l'instant une séance d'entraînement à huis clos. Un point de presse prévu à la fin de la séance. Elle sera animée par l'entraîneur. La page des sports, Youssouf Bodian, le marché, Seydou Nourouba. Le débrief avec Pape Ndiaye, il est le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Nous parlerons de l'application de la nouvelle convention collective. Bonsoir à toutes et à tous. Bambey, les étudiants durcissent le ton. Ils menacent d'aller en grève dans la semaine si aucune réalisation allant dans le sens de la satisfaction de leurs doléances n'est faite. Les étudiants de Bambey restent intransigeants sur le départ de leur CROUS. Babacar Diouf. Si rien n'est fait au cours de cette semaine, les étudiants de Bambey entendent démarrer une grève de la faim. Ils l'ont relevé avec force et détermination pour l'avoir mentionné en rouge dans le communiqué. Le départ du directeur du CROUS de Bambey préoccupe les étudiants de Bambey. Ces étudiants de l'Université Alioune de Bambey sont aussi préoccupés par les vieilles doléances qu'ils ont toujours mises sur la table des autorités de tutelle. Ce sont entre autres l'achèvement des travaux de construction du restaurant de 500 places entamé dans le campus 2, la construction de nouveaux pavillons pouvant accueillir les nouveaux étudiants et c'est déjà orienté à l'université. L'intervention d'une équipe de plombiers dans les différentes toilettes du campus. Dans ce communiqué dont nous avons reçu copie, les pensionnaires de Alioune Diop déplorent l'attitude de leurs autorités de tutelle qui leur auraient fait comprendre que des débuts de solutions étaient en cours de réalisation dans les différents domaines indiqués dans la plateforme revendicative. Mais constate-t-il pour le regretter, aucune forme de solution à leurs problèmes n'a encore été apportée. Faut-il le rappeler, les étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey sont en grève illimitée depuis le début de cette année universitaire. Bambey, RFM Babacar Diouf. Ce 12 novembre, décrété journée mondiale de la pneumonie. Au Sénégal, 2800 enfants sont décédés en 2018, soit 12% des décès de 0 à 5 ans. Un fort taux de mortalité malgré les progrès réalisés dans le cadre de la prévention et de la prise en charge. Selon le docteur Alioune Badara Tall, un changement de comportement s'impose pour lutter contre la maladie. Il est au micro de Salimata Ao. C'est la première cause de mortalité chez les enfants âgés de 1 à 59 mois ici au Sénégal et également dans le monde. Parce que en fait, les prévalences qu'on a actuellement, donc d'après la dernière enquête EDS 2018, on est à une prévalence de 5% de pneumonie donc chez les enfants de moins de 5 ans. Et si on voit également les données qui ont été corrigées de janvier à octobre 2019, on a pu corriger donc selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire reçu donc toutes les semaines. Au total, c'est 84 000 cas de pneumonie qui ont été corrigés donc depuis janvier jusqu'à octobre 2019 au Sénégal. Vous savez, en fait, la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une variable. C'est une variable qui dépend donc de facteurs comportementaux, également de facteurs environnementaux. Donc nous, on peut jouer sur notre environnement, faire de telle sorte que, par exemple, la pollution diminue, parce que la pollution, c'est un facteur favorisant donc de la pneumonie. Également donc par rapport aux facteurs comportementaux, donc tout ce qui est donc propreté, donc c'est à nous, on peut donc faire la promotion que notre milieu soit vraiment assaini. La FAO n'est pas très satisfaite du gouvernement du Sénégal et sur l'objectif d'élimination de la faim d'ici à 2025. Selon l'adjointe au chef du programme stratégique agriculture durable, les politiques mises en œuvre pour satisfaire cet engagement et pris par le Sénégal et d'autres pays africains ne sont pas efficaces. Mais pour le directeur des cabinets du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, beaucoup de progrès ont été réalisés pour soulager les populations, notamment dans le domaine agricole. Propos tenus ce matin à Dakar lors de l'ouverture officielle de l'atelier régional pour l'Afrique sur les objectifs de développement durable. Mamadou Amardion.
5 ans après la déclaration de Maputo au Mozambique, l'engagement de l'Union africaine et des chefs d'État du continent ne semble pas porter ses fruits. En tout cas, pour le Sénégal, éliminer la faim d'ici à 2025 semble être un combat perdu d'avance. À ce rythme, l'adjointe au chef du programme stratégique agriculture durable de la FAO émet des doutes. Mona Chaya. Il y a eu de grands pas, mais on n'est pas très satisfait du progrès, surtout vers l'objectif 2, c'est élimination de la faim. Et il y a encore beaucoup à faire sur beaucoup d'objectifs. Des ODD, il y a encore beaucoup de choses à faire. Politique, ou bien les programmes ne sont pas adaptés, c'est quoi exactement? C'est beaucoup de choses et c'est ce que l'atelier va éclaircir. Pour le directeur de cabinet du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le Sénégal est constamment dans la dynamique de soutien aux couches défavorisées. Aliou Ndiaye. Par rapport à certains ODD, on a des avancées assez significatives. Par rapport à d'autres, on est un peu en retard. On va se réorganiser, s'employer pour combler les gaps là où ils doivent l'être. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est que le gouvernement fait beaucoup d'investissements dans le domaine agricole. Des investissements qui vont de l'aménagement des terres au nord, l'aménagement des terres au sud, la régénérescence des sols, la subvention des intrants agricoles, la modernisation de l'agriculture avec l'acquisition d'équipements, de tracteurs pour les agriculteurs. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture recommande à l'État du Sénégal d'accélérer la cadence des actions de soutien aux populations dans le besoin. La convention collective des professionnels de l'information et de la communication applicable à toutes les entreprises de presse. La dérogation pour l'entrée en vigueur du texte se termine à la fin de l'année. La parole aux acteurs du secteur. Si les SYNPICS exigent l'application immédiate de la loi au niveau du patronat, on demande à l'État de prendre les décrets d'application du Code de la presse pour rendre plus viable le secteur des médias. Mohamed Ali Mouba. Les patrons de presse ont jusqu'au 31 décembre prochain pour se conformer à la nouvelle convention collective des professionnels de l'information et de la communication. Convention qui offre un mécanisme d'évolution dans la carrière plus incitatif avec un régime de rémunération amélioré et un meilleur accompagnement sur le plan social. Mais le patron des patrons de presse, Mamadou Ibra Kane, est apparemment sceptique quant à l'applicabilité de cette loi. Et pour cause. Les décrets d'application, tous les textes d'application du Code de la presse n'ont pas encore été pris, alors que le Code de la presse a été adopté depuis juin 2017. Donc, certaines entreprises de presse auront encore plus de difficultés pour donc respecter cette nouvelle convention collective. Mais le SYNPICS ne veut rien entendre à ce sujet. Bamba Kassé est ferme. Il est le secrétaire général du SYNPICS. Écoute, il ne faut surtout pas qu'on mette dans la tête des gens que oui, il faudrait d'abord que les décrets d'application soient pris, que les fonds d'appui et autres soient mis en place pour qu'on puisse respecter la convention. C'est archi faux. La convention, elle s'applique. Elle ne devait même pas attendre un an en réalité. Parce que la loi, elle est claire. L'inspection du travail promet de tout faire pour l'application du texte. Amar Diop est inspecteur du travail, adjoint à l'inspecteur régional du travail de Dakar. Donc nous n'hésitons pas à aller faire des vérifications, des contrôles dans les entreprises de presse. Moi-même, personnellement, j'ai eu à faire des vérifications dans des entreprises de presse, notamment à l'Observateur. Et nous n'hésitons pas, en tant qu'inspecteur du travail, à faire ces visites de contrôle dans les entreprises de presse. Mais pour l'extension du texte, un arrêt est attendu du ministre. Il devrait concerner les patrons qui ne sont pas dans le CEDEPS. Le directeur de la communication au ministère de la Culture et de la Communication se prononce sur l'entrée en vigueur prochaine de la nouvelle convention collective. Ousseynou Dian invite les patrons de presse à respecter la loi. Il n'y a pas d'échappatoire. Ousseynou Dian avec Mohamed Ali Mouba. Même l'ancienne convention, il y a des médias, il y a des entreprises de presse qui ne respectaient pas cette convention. Et je ne pense pas qu'avec cette nouvelle convention, que ces entreprises-là soient encore en mesure de le faire. Donc la question, elle est à ce niveau-là. Il faut d'abord que les deux parties respectent la signature d'un texte, en l'occurrence la convention collective des journalistes et techniciens de la communication. Ça, c'est un aspect. Et de l'autre, l'État a pris toutes les dispositions nécessaires
pour favoriser la mise en place d'un cadre qui soit favorable à l'émergence d'un environnement économique viable pour l'ensemble du secteur de la presse. Et il y a plusieurs textes d'application, bien entendu. Par exemple, nous avons déjà l'arrêté concernant l'assainissement à travers la mise en place des cartes de presse. Nous avons pas mal de textes aujourd'hui. Mais en ce qui concerne le fonds d'appui et de développement de la presse, c'est lié avec le financement du service public. Il y a énormément de questions à incidence financière, la question fiscale, etc., etc. Et le projet est en étude dans les circuits administratifs de l'État. Et normalement, ça devrait aboutir incessamment. Mais encore une fois, la mise en place d'un fonds d'appui et de développement de la presse, c'est pas ce fonds-là qui va financer les médias. Les médias, le salaire, par exemple, les aspects qui sont inscrits dans la convention collective, c'est quoi? C'est le salaire et tout ce qui va avec les avantages. Ça, c'est des coûts de fonctionnement qu'une entreprise, quelle que soit la nature, qu'il soit média ou autre, est appelée à prendre en charge. Les attaques du G20 ne me laissent indifférente. C'est la réaction d'Innocence Tapniaï à l'endroit du groupe des 20. La patronne du Haut Conseil du dialogue social ajoute que le G7 est son seul et unique interlocuteur. La voici au micro de Papa Balagué. C'est pas ma personne qui est en jeu, je pense que c'est l'institution. L'institution a été mise en place par les centrales syndicales les plus représentatives. Au niveau du secteur de l'éducation, il faut dire qu'il y a un comité du dialogue social secteur éducation. Donc, les G20 ne fait pas membre du Haut Conseil. Et pour, je pense, donner un avis, il faut être partie prenante. Il faut avoir intérêt à agir. Le G20, en l'espèce, n'a pas de mot à dire sur le Haut Conseil du dialogue social. Qui plus est, par ailleurs, le G20, en tout cas, pour ce qui nous concerne, pour nous discutons, le gouvernement, je veux dire, discute avec les syndicats d'enseignants les plus représentatifs. Donc ça, vraiment, c'est les règles du jeu. Il y a eu des élections. Les 7 ont été désignés et ce sont les 7 qui sont à la table de négociation. Le Haut Conseil, malheureusement, n'a pas grand-chose à dire là-dessus. RFI Sport. Bonsoir Youssouf Bodian. Bonsoir Fama. Nous débutons cette page des sports par du football. La première journée des qualifications à la CAN Cameroun 2021. Les Lions qui s'entraînent à l'instant depuis 17h30. L'équipe effectue sa dernière séance d'entraînement avant d'affronter le Congo demain mercredi à 19h au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe est au complet avec l'arrivée de Sadio Mané en début d'après-midi. L'attaquant de Liverpool qui est dans le groupe présent au stade Lat Dior. À la fin de la séance, le sélectionneur national Aliou Cissé va faire face à la presse. Après lui, son homologue du Congo, Valdo Filo, va également répondre aux questions des journalistes. Une conférence de presse qui sera suivie de la séance à huis clos des Diables Rouges prévue à 19h, l'heure du match Sénégal-Congo demain mercredi. En Europe, les qualifications de l'Euro 2020 avec Raheem Sterling qui ne jouera pas le match de l'Angleterre face à Monténégro ce jeudi. L'attaquant de Manchester City a été sanctionné après une altercation hier à l'entraînement avec Joe Gomez de Liverpool. Des prolongations du match de Premier League qui a opposé les deux clubs est remporté dimanche par les Reds. Conséquence de l'altercation, le défenseur de Liverpool présente une égratignure sous l'œil droit. Sterling donc qui reste dans le groupe, il s'est entraîné avec ses camarades aujourd'hui, mais il sera out pour le prochain match de l'Angleterre. Il devrait être de retour contre le Kosovo, le sélectionneur donc qui veut montrer à tout le monde que les rivalités en club doivent être oubliées en équipe nationale. Le basketball à présent avec les Lions du Sénégal qui sont arrivés à Maputo en début d'après-midi. Le Sénégal donc qui va participer au tournoi de qualification pré-olympique qui va se jouer à partir de demain. Le premier match du Sénégal sera face à l'Angola. Solotiam qui nous explique un peu comment ça va se passer. Premier adversaire du Sénégal pour ce tournoi, le Mali sort d'une 3e place pour la 2e fois consécutive à l'Afrobasket. Des résultats qui confirment sa régularité et son potentiel pour devenir le meilleur du continent. L'Angola, l'autre adversaire du Sénégal, a terminé 5e lors de l'Afrobasket 2019. En plus de la star Italie Lucas, le sélectionneur de l'Angola espère que les nouvelles venues, Joana Domingo Antonio, Eduarda Ignacio Gabriel, Angelina Paulo Golomé, Jessica Maladi,
et Juda Kindanda vont aider à atteindre les objectifs. Avec le Sénégal, le Mali et l'Angola, il ne fait aucun doute que ces trois nations sont obligées de produire leur meilleur basket pour espérer continuer l'aventure. Le tournoi de préqualification olympique féminin se déroule du 14 au 17 novembre à Maputo. Sur ce, les deux meilleures équipes de chacun des deux groupes vont se qualifier pour les demi-finales. La première équipe de la poule A affronte la deuxième équipe du groupe B et la première du groupe B affronte la deuxième du groupe A. Les deux pays vainqueurs de ces demi-finales vont se qualifier automatiquement pour les TQO à 16 nations, aux côtés des trois meilleures équipes de chacun des deux autres tournois de préqualification olympique féminin de la zone Asie et Amérique, ainsi que des 6 équipes européennes déjà qualifiées des États-Unis et du Japon. Ces 16 équipes seront alors réparties en 4 groupes pour un tournoi qui aura lieu en février 2020. Les 3 meilleurs de chacun de ces 4 TQO vont se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Soda Cham de Sénégal qui joue donc son premier match jeudi contre l'Angola à 16h, deuxième match samedi contre le Mali à 13h30. Un mot de cyclisme avec le Tour du Sénégal. Jour de repos ce mardi, les coureurs ont été transportés de Kolda à Fatick. Ils étaient tout à l'heure en route vers Fatick où donc la troisième étape va prendre départ demain. Pour Nguyen, 120 km pour la troisième étape. On rappelle que plutôt Rwandais et maillot jaune de ce Tour du Sénégal qui a couru donc sa deuxième étape hier entre Ziguinchor et Kolda. Troisième étape demain, Fatick-Nguyen. Merci beaucoup Youssouf Bodian. RFM, le journal. Accueillons Sedou Nourouba pour la rubrique Le Marché. Bienvenue. Vers la fin de la Bourda jusqu'après le Gamou célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les commerçants restés à Dakar ont vu leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. Leurs potentiels clients étaient soit à Tuaon, soit à Medina Bay ou dans d'autres localités pour l'événement religieux. Propriétaires de fast-food, vendeurs de fruits, de légumes ou encore les chauffeurs de taxi avaient du mal à voir l'ombre d'un client. Suivons ce reportage d'Oumar Mbao. Quelques heures après le Gamou, les rues de la capitale sont désertes et certaines boutiques ont baissé rideau. À Tilène, le Maoulid s'est bien fait sentir par l'absence de clients dans ce restaurant fast-food. Le gérant Hassanba regrette la rareté des clients. Il voit son chiffre d'affaires baisser drastiquement. Avant le Gamou, on vendait 36 000, 37 000. Actuellement, on vend 19 000, 15 000, à peu près 17 000. Si on vend beaucoup, c'est 17 000. À cause du Gamou, c'était comme le Magal aussi. Le Magal aussi, c'était comme ça. Sur les allées du marché, cette mère de famille étale ses légumes. Quand Oumousso compare ses bénéfices en cette période de Gamou aux jours ordinaires, le gap est énorme. On est habitué à vendre, mais pour dire vrai, je n'ai rien vendu. Les clients viennent timidement, même si les gens reviennent du Gamou, ils se reposent, on fait avec. Même les taximens sont en stand-by. Je ne vais pas prendre de risque de rouler sans client. Et si j'en ai un, je l'amène. Omar Mbaou, merci. D'autres commerçants ont eux choisi de rallier Tivaouane ou Medina Bay. Le président de la chambre de commerce de Kaolack salue l'impact du Gamou sur l'économie de la commune. Avec le nombre important de pèlerins que concentre la cité de Cheikh al-Islam Baye Niasse, le temps du Gamou, le commerce est florissant, a indiqué Serigne Mboup. Toutefois, il pense que cela pourrait être plus rentable si la mairie, la chambre de commerce de Kaolack et l'État s'étaient organisés autour du programme encadrant le tourisme religieux. Serigne Mboup avec Ibrahim Diamé. Sur le Gamou, vous constatez, on dit que Baye a des talibés et que c'est son œuvre. Il a travaillé parce qu'il est allé là-bas pour leur convertir. Et donc, ils ont dit qu'il représente plus que la population du Sénégal. Donc, moi, je pense que ça doit être un programme religieux, un tourisme religieux. Aujourd'hui, le Sénégal total accueille 1 million de touristes. Donc aujourd'hui, si on arrivait à bien travailler pour leur accueillir bien, qu'ils auront des bons endroits à rester et qu'il y aura de l'économie, qu'il y aura un peu de loisir parce que la religion est avec la loisir du côté positif. C'est comme de la même manière qu'on part à la Mecque, on est dans les hôtels modernes, on est dans les centres commerciaux. Donc je pense que nous,
nous devons faire ça. En tant que chambre de commerce et les collectivités locales et l'État, nous devons le prendre comme un programme pour que Kaolack, cela permette à Kaolack d'avoir notre économie qui est l'économie du tourisme religieux. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Merci à vous, Seydou Nourouba. Pape Ndiaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes journaliste, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Nous parlons de la nouvelle convention collective. L'application pose problème. Et selon des patrons de presse, il faudra au préalable le décret d'application du nouveau code de la presse. Ont-ils raison? Je ne suis pas de cet avis, dans la mesure où la convention collective du secteur de la presse n'a rien à voir avec le code de la presse. Les aspects qui sont pris en compte ne sont pas les mêmes. Les dispositions qui sont prises ne sont pas également les mêmes. Le code de la presse est là pour assainir, l'environnement où on exerce le métier de journaliste. Tandis que la convention collective s'adresse ou bien implique l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Le code de la presse a été voté, ça a été publié, promulgué par le chef de l'État, publié dans le journal officiel, etc. Même si aujourd'hui on assiste à un blocage parce que les textes d'application ne sont toujours pas entrés en vigueur. Cela n'a rien à voir avec la nouvelle convention collective. Les patrons de presse peuvent bel et bien mettre en application cette nouvelle convention collective sans pour autant attendre les textes d'application du code de la presse. Mais justement, Pape, il n'y a pas de mesure pour contraindre ces patrons à l'appliquer. Au final, elle sert à quoi si les gens censés l'appliquer font fi des recommandations? Mais n'oubliez pas que la convention collective a été mise en place depuis l'année dernière, depuis 2008, et on avait donné 1 an à toutes les entreprises de presse pour se conformer à la nouvelle loi et pour mettre en application la nouvelle convention collective. Ça, c'était depuis 2018. On avait donné 1 an. Maintenant, à partir de janvier 2020, aucun organe de presse, aucune entreprise de presse ne peut se prévaloir d'un quelconque prétexte pour ne pas appliquer la convention collective. Et à ce niveau, nous, au niveau de la convention des jeunes reporters, nous interpellons directement. Les patrons de presse sont interpellés au premier chef. Mais également, il y a l'État du Sénégal. Les inspecteurs du travail doivent exercer pleinement leur rôle de contrôle et de surveillance, vraiment pour que tous les patrons de presse, toutes les entreprises de presse se conforment à la loi, c'est-à-dire mettre en application la nouvelle convention collective qui présente d'ailleurs beaucoup d'avantages, parce que pour la première fois, on assiste à une convention collective qui prend en compte ou bien qui assure la réunification de tous les types de travailleurs qui évoluent dans le secteur de la presse. L'aspect salaire est là, le droit syndical, les conditions de travail pour les femmes. En tout cas, il y a beaucoup d'avantages que présente cette nouvelle convention collective. Mais le problème fondamental qui se pose, c'est l'implication de toutes les parties prenantes pour que l'application devienne effective. Les patrons de presse, les inspecteurs du travail, c'est-à-dire l'État du Sénégal, et les journalistes eux-mêmes. Je pense qu'avec cette nouvelle convention économique, donc cette nouvelle convention collective du secteur de la presse, on assiste à un nouvel environnement économique dans le secteur de la presse au Sénégal. En tout cas, on l'espère tous. Pape Ndiaye, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste et président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. 18h24, c'est la fin de ce journal.